tôt le matin avec un café du matin. Nous, c'est le café de l'après-midi. Comme j'ai dit, on a déjà trop bu, donc on est passé directement à l'eau. Bienvenue à cette première pause café. Bon, mon nom, c'est Frédéric Dubois d'Innovo. On est l'agence de promotion de l'innovation pour le canton de Vaud. Nous, on appelle les provinces des cantons. Vaud, qui est le plus grand canton francophone de la Suisse. Mais on reste plutôt modeste avec 800 000 habitants seulement, donc voilà, comparé par chez vous. Mais par contre, on est très actifs. Et puis, bon, je ne vous montre pas aujourd'hui la vue qu'on a depuis notre bureau à Lausanne, qui, normalement, on voit le lac et les montagnes, le Mont Blanc, les Alpes, mais c'est un petit peu bouché, donc il faudra revenir une autre fois. Donc, le but de ces petits cafés, c'était vraiment d'essayer de construire des ponts entre nos deux régions. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, des synergies à trouver entre le Canada, Québec et puis chez nous. Il y a beaucoup de choses en commun. Et puis, le but, c'était simplement d'apprendre à se connaître, de partager peut-être un petit peu, d'échanger sur des idées et puis aussi de vous montrer 2-3 idées d'innovation qui se passent par chez nous. Et le thème d'aujourd'hui, c'est un thème, je pense, qui concerne tout le monde, c'est la transition énergétique qui se passe plus ou moins rapidement selon les endroits, ça c'est sûr, plus ou moins efficacement aussi. Mais je pense que d'une manière générale, on observe tous vraiment ce mouvement d'abord vers des moyens de production d'énergie différents, avec tout ce qui est énergie durable, éolien, solaire, biogaz et j'en passe, mais aussi par la structure de la production qui passe d'une production beaucoup plus centralisée à une production qui est vraiment de plus en plus délocalisée. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont leur villa avec des panneaux solaires, par exemple, mais ce qui rend aussi la production beaucoup moins stable avec le temps, parce que, évidemment, c'est du coup dépendant du soleil, du vent et des éléments extérieurs. Et ça, c'est un réel challenge pour les gestionnaires du réseau électrique. En Suisse, on a la chance d'avoir un joli parc de barrages hydraulique qui permet de lisser un petit peu justement ces différences entre la production et la demande. Enfin, ce n'est pas des solutions qui permettent de réagir extrêmement rapidement, d'où le développement de tout ce qui est stockage de batteries, qui est un gros thème, je pense, chez vous au Québec comme chez nous. C'est pour ça que j'ai proposé à Dimitri Troygrossa, ici présent, de venir nous parler un petit peu de ce qu'il fait dans le domaine des batteries et aussi toutes les considérations qu'il y a autour, pas seulement la batterie, mais son énergie grise, la difficulté à les produire, à les recycler, l'importance de les garder saines le plus longtemps possible. Merci Dimitri de te joindre à nous, d'être mon interviewé. Est-ce que je peux te demander de te présenter brièvement et puis de nous dire aussi quelles problématiques justement autour de ces batteries vous avez choisi de vous attaquer chez Horace Grid? Ok, alors Dimitri Torregrossa est italo-grec, donc en Suisse depuis 10 ans. J'ai incorporé Horace Grid en 2016 avec objectif principal de créer un Energy Manager, un logiciel pour supporter la transition énergétique par le biais des batteries lithium-ion. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites en particulier par rapport à ces batteries? Moi, je me suis toujours demandé quelle était vraiment la problématique par rapport à une batterie. On nous dit toujours que ce n'est pas bien de charger son téléphone, par exemple, d'une fois et puis ensuite le décharger totalement. Est-ce que tu peux nous expliquer d'une façon facile pourquoi ce n'est pas bon de faire ça et puis qu'est-ce que vous amenez chez Horace Grid? Ok, donc effectivement, notre valeur ajoutée par rapport à la concurrence, c'est qu'on est capable de prolonger la durée de vie de la batterie de 40%. Et on fait ça grâce à un algorithme qui réduit la courante de charge et décharge de la batterie. C'est-à-dire, c'est toujours bien de pouvoir charger une batterie très lentement et la décharger très lentement. Quand je donne les cours à l'EPFL, je fais toujours l'exemple que la batterie, c'est comme une éponge qu'on remplit d'eau. Donc, si on essaye à la serrer dans les mains tout doucement, il y a de l'eau qui coule et l'éponge reste pratiquement intacte. Tandis que si on commence à la tripoter ou à la serrer trop fort, il peut y avoir des déchirures à l'intérieur de l'éponge. C'est un peu le même principe dans la batterie. Quand vous faites du fast charging, que ce soit pour du téléphone portable ou de la voiture électrique, vous êtes en train d'abîmer votre batterie d'une façon irréversible. D'accord. Donc, l'idée de Horace Grid, c'est vraiment de gérer les vitesses
de charge des batteries, mais est-ce que vous faites la même chose pour la décharge du coup? Alors, les processus sont exactement les mêmes. C'est vrai que d'un point de vue électrochimique, la charge, c'est un processus un peu plus délicat, mais on fait aussi la décharge la plus lentement possible. Donc, notre algorithme, il est capable justement de comprendre petit à petit comment se comportent les réseaux ou les bâtiments où la batterie est installée, et donc il sera capable de décharger la batterie très lentement et totalement. D'accord. Maintenant, si on regarde la chaîne énergétique, ça va du producteur jusqu'à la distribution et ensuite, par exemple, un bâtiment ou une maison. Quels sont tes clients? Est-ce que c'est tout le long de la chaîne ou bien est-ce que c'est juste pour une villa, une maison? Comment est-ce que... Alors oui, notre objectif, ce n'est pas justement d'aller installer notre logiciel avec la batterie chez les particuliers. Donc, on dit toujours que c'est du B2C via du B2B. Donc, l'objectif qu'on a, c'est de faire des partenariats avec des gros acteurs industriels, des gestionnaires du réseau ou des énergies intégrateurs qui après ils peuvent attendre eux directement les clients finaux. D'accord. Mais l'approche est identique si tu vas voir je sais pas, un producteur biogaz par rapport à un monsieur et madame tout le monde, ou bien les produits sont différents? Alors, les 90% de produits de base, c'est identique. Après, bien sûr, pour chaque type de client, il faut faire une customisation, une taylorisation, que ça prend juste quelques jours de travail. D'accord. Donc, la solution est plutôt universelle et flexible. Oui, d'accord. On avait parlé en préparant cette interview d'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi vous utilisez l'intelligence artificielle dans votre solution? Bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, donc, notre algorithme, qui est breveté, qui est capable de prolonger la durée de vie, utilise les intelligences artificielles. En fait, l'objectif qu'on a, c'est le suivant. Sans mettre la tête dehors comme on fait aujourd'hui pour comprendre s'il y a du soleil ou pas, notre algorithme, il est capable d'apprendre qu'est-ce qui passe aux mesures brutes de production renouvelable locale ou de consommation électrique locale. Et donc, il est capable de réduire la puissance de charge de la batterie. Mais bien sûr, s'il réduit la puissance de charge, il faudra un temps plus long pour la charger ou un temps plus long pour la décharger. Donc, en faisant comme ça, on évite d'installer des capteurs de rayonnement, par exemple, solaire additionnels. On évite d'acheter des prévisions météo chez quelques fournisseurs, mais on utilise directement les données brutes et on a développé cette technique de Machine Learning Partner Recognition qui nous permet de classer la production photovoltaïque ou renouvelable locale avec la consommation électrique locale. D'accord. Et quel est le temps moyen que vous prenez pour apprendre à la machine à être juste, à prédire juste? Alors, si on a des données historiques sous les sites, on est tout de suite opérationnel parce que justement, les données historiques nous aident à faire une sorte de pré-apprentissage. Tandis que l'installation est nouvelle et les clients, il n'a aucune base de données historique, il nous faut 14 jours pour atteindre 95% de nos performances. D'accord. Ouais. Maintenant, si on reste un petit peu plus général sur le marché du stockage, il y a beaucoup de nouvelles choses qui se passent, des micro-communautés de production et d'utilisation, des fermes ou de stockage de batteries, ou au contraire de stockage délocalisé. Quel est ton avis là-dessus? Comment va se développer le marché? Attendez, il y a un avion qui passe. Voilà, c'est bon. Alors, effectivement, donc, parmi nos clients, nous avons une installation ici sur une communauté à Chapelle-sur-Moudon où nous avons regroupé plusieurs bâtiments équipés de panneaux photovoltaïques et nous avons installé une batterie justement pour monter les taux d'autoconsommation locale. Donc, ici en Suisse et partout dans le monde, on voit qu'il y a l'intérêt à consommer localement l'énergie renouvelable qui a été produite localement plutôt que la renvoyer en réseau et décentraliser la production photovoltaïque. D'accord. Et du coup, si on revient à votre modèle d'affaires, quel est-il? Qu'est-ce que vous vendez? Des abonnements, des boîtiers? Alors, nous, on n'est pas des vendeurs de batteries. Donc, nous, on vend de la solution logicielle qui est capable après de manager la batterie. Donc, on vend des logiciels. Donc, comme tout type de logiciel, notre modèle d'affaires, c'est de vendre des licences. Donc, pour le moment, pour attaquer les marchés, les premiers 3 ans, on s'est basé sur un paiement one-shot payment. Donc, au début, on demandait un certain montant et puis les clients, ils avaient une licence permanente. Tandis que maintenant, on est en train de switcher tout doucement vers un paiement annuel, un peu comme il fait Microsoft avec son outil Word ou Excel. D'accord. Est-ce qu'il y a du hardware que vous devez mettre en place chez le client?
Oui, en fait, donc notre algorithme tourne dans un contrôleur industriel qui a un peu la taille d'un attel, donc d'un téléphone portable. Donc, une alimentation 24 volts, donc on n'est pas invasive d'un point de vue hardware. Et donc, justement, notre logiciel, il est emboîté à l'intérieur de cette contrôleur. D'accord. Maintenant, un autre thème, et je sais qu'au Québec et à Montréal, vous êtes aussi beaucoup là-dessus, c'est tout ce qui est le CO2, l'empreinte carbone. Vous avez des développements à venir là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Alors oui, c'est les derniers développements qu'on a fait ces derniers 2 mois. Donc, on a adapté notre logiciel aux batteries deuxième vie, donc les batteries usagées qui sont récupérées par les voitures électriques. Et puis, on a adapté notre algorithme pour prendre en compte les contenus CO2 du réseau. C'est-à-dire, si on fait les cas en Suisse, mais c'est adaptable justement pour les Canada, pour n'importe quel pays, l'empreinte CO2 de la batterie, c'est d'environ 5 grammes de CO2 par kilowattheure. Puis l'empreinte CO2 du réseau suisse, il est variable entre 100 et 450 grammes de CO2 par kilowattheure. Ce qui fait notre algorithme, c'est qu'il est capable de prédire quels sont les contenus CO2 du réseau suisse. Et donc, on va donner la permission, les faux verts à la batterie, seulement quand on sait que l'empreinte CO2 du réseau est la pire. Dans ces cas-là, justement, on arrive à gagner jusqu'à 350 grammes de CO2 par kilowattheure, ce qui est très important pour décarboniser un bâtiment, une portion du réseau ou une entreprise. Parfait. Maintenant, si on revient sur Aurora, c'est une jeune entreprise que tu as créée en 2016, si je ne me trompe pas. Oui. À quel stade vous en êtes? Comment est-ce que vous êtes financé? Et puis, quelles sont les prochaines étapes de votre croissance? Alors oui, ces derniers 5 ans, donc, on a fait un bootstrapping avec des projets pilotes, les premiers clients et du consulting. On est arrivé donc à ramasser ensemble 1,5 million d'euros, donc justement pour payer les salaires et les prêts de développement de les produits. Là, aujourd'hui, on est à la recherche d'un investisseur et d'un partenariat stratégique pour faire la commercialisation hors Suisse, hors Europe. D'accord. OK. Et puis, j'avais promis à Dimitri de lui poser une question vicieuse, surprise. Donc, je ne suis pas trop vicieux, j'en ai trouvé 2. Et la première, mais je pense qu'elle est assez facile, c'est pourquoi Aurora's Grid? Pourquoi tu as choisi ce nom? Tu mets la version officielle ou officieuse? Officieuse. Alors, officieuse, c'est parce que c'est le nom de ma fille, Aurora. Donc, justement, ma femme m'avait obligé à intégrer notre famille dans le projet de start-up. La version, par contre, officielle, c'est que Aurora, donc l'aurore, comme l'aurore boréale, c'est une période de la journée entre le lever du soleil et puis le coucher du soleil. Donc, c'est une durée très courte par rapport à la durée d'avant 4 heures. Donc là, aujourd'hui, on est en train de vivre la transition énergétique 2030-2050 et on peut dire que ces années-là qui suivent, qui vont arriver, c'est vraiment les plus importantes afin de supporter la transition énergétique. Donc, on est en train de vivre l'horreur de la transition énergétique. Très joli. D'accord. Et la deuxième question vicieuse, c'est les batteries aujourd'hui électrochimiques comme lesquelles tu travailles, et puis j'imagine que c'est un développement très fort avec toutes les voitures, tout ce genre de choses. Il y a une réelle compétition aussi avec d'autres types de stockage de batteries, d'énergie, comme l'hydrogène ou bien les piles à combustible. Comment est-ce que tu vois la compétition dans les prochaines années? Alors, sûrement, il va y avoir beaucoup de compétition. Sous la partie voiture électrique, je ne crois pas que l'hydrogène pourra être un grand compétiteur, parce qu'il y a trop des acteurs industriels qui ont déjà fait des investissements très importants pour les voitures électriques qui se basent sur les batteries lithium-ion. Par contre, pour tout ce qui est stockage énergétique entre deux saisons, l'hydrogène pourra être bien sûr un très fort concurrent des batteries lithium-ion. D'accord. Je réalise que j'ai oublié de vous dire que si vous aviez des questions, de les taper dans le chat. C'est un petit peu tard. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Pour finir, la troisième question vicieuse, as-tu un message spécial à nos amis de l'autre côté de l'Atlantique? Oui, bien sûr. Donc, j'ai toujours eu de l'admiration pour les Canada, ces pays donc de la Nord d'Amérique. Et donc, nous serons plus que ravis de pouvoir faire un partenariat, donc faire une installation pilote dans votre pays pour supporter encore plus la transition énergétique. OK, merci Dimitri. Maintenant, je vous donne la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Levez la main et prenez la parole ouvertement.
C'est trop tôt le matin? Je me demandais pourquoi est-ce que vous seriez en mesure de dire pourquoi est-ce que la batterie est transformée de façon irréversible lors d'une fast charge? Ça me semblait être tragique, donc il n'y a aucun moyen de corriger a posteriori. Alors, oui et non. Donc, c'est-à-dire, quand vous faites un fast charging, de toute façon, il y a des réactions électrochimiques qui produisent des produits d'écart. Donc, ces produits d'écart, vous ne pouvez plus les enlever à l'intérieur de la batterie, ce qui amène justement d'avoir des performances réduites. Par contre, après, ce que vous pouvez faire, c'est justement de compenser la création de ces produits d'écart par une utilisation plus intelligente juste après. C'est-à-dire, si vous avez fait une fois un fast charging, alors après, pour quelques autres fois, il faudra faire plutôt un charging très long pour compenser les fast charging que vous avez fait. Parce que si vous faites du fast charging tous les jours ou chaque fois que vous utilisez la batterie, la durée de vie sera très, très courte. Puis j'avais compris que l'un des gains principaux, c'est que la grille de la Suisse, j'ai moins bien saisi cet élément, mais il y avait des moments de la journée où il y avait une production qui était différente. C'est ça que tu cherchais à prédire, c'est bien ça? Donc, je me rappelle, on avait parlé de 400 kWh versus 30 kWh, je crois. Et puis, je ne suis pas certain de c'était quoi le gain ici qui était à performer. Oui, alors en fait, la Suisse, justement, étant au milieu de l'Europe, il est interconnecté avec la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche. Donc, il reçoit beaucoup d'énergie de l'étranger, il envoie aussi. Donc, nous, ce qu'on est en train de calculer, c'est combien de CO2 on est en train d'importer des autres pays pour justement comprendre quel est le CO2 qu'on a dans notre pays. Et normalement, on arrive, dans les pires des cas, à avoir 450 grammes de CO2 par kilowattheure. Utiliser la batterie, ça a un impact de 100 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc, vous comprenez bien que si vous l'utilisez au bon moment, vous pouvez arriver à gagner, décarboniser 350 grammes de CO2 par kilowattheure. C'est un peu ça, les principes de cette nouvelle version de l'algorithme qu'on vient de créer. Mais ça présume que dans la batterie, il y a de l'énergie qui provenait pas de cette source-là à un moment précédent. C'est bien ça? Alors, bien sûr, on part toujours du principe que la batterie, il a été chargée par des énergies renouvelables. D'accord. Donc, soit des panneaux photovoltaïques, soit de la génération éolienne, bien sûr. Ça marche, merci. Je vous en prie. Merci Rémi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'aurais une question très naïve. Savoir si la configuration territoriale d'un pays influence finalement sur votre marché. Et je pensais au Canada qui est à la fois un pays de villes très concentrées, très peuplées, mais aussi d'immenses distances à parcourir. Est-ce que ça peut être un avantage pour ce que vous proposez comme technologie d'avoir un pays qui a ou bien voilà, de la grande concentration de personnes ou bien au contraire avec des grandes étendues? Très bonne question, merci Frédéric. Donc, effectivement, la configuration d'un pays où il y a des longues distances parmi les villes et donc des longues lignes électriques, ça peut nous aider. Parce que dans ce sens-là, c'est beaucoup plus important pour les gestionnaires de réseau d'aller lisser les pics de puissance qu'il y a dans les réseaux. Chaque fois qu'il y a un pic de puissance, ça amène des perturbations. Et ces perturbations, ils ont des impacts beaucoup plus importants dans des configurations comme celles que vous avez décrites. Et donc, l'utilisation de batteries pour lisser ces pics-là, ça amène une stabilité dans les réseaux et dans les territoires électriques. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore pour Dimitri? Moi, je vais poser une question un peu plus au niveau du financement et du partenaire que vous recherchez. Est-ce que vous avez identifié des cibles plutôt privées ou publiques ou même éventuellement des gouvernements, en sachant qu'au Québec, Hydro-Québec est un fleuron québécois qui innove énormément à travers le monde. Donc, c'était juste pour avoir peut-être plus une direction de ce que vous attendez par rapport à ça. Alors, vous avez cité, merci de cette question, vous avez cité Hydro-Québec. Donc, on n'a pas parlé avec Frédéric, mais si en Suisse, on commence aussi à réfléchir de coupler les gros barrages hydroélectriques avec des batteries,
justement pour compenser le fait que des fois les barrages peuvent être un peu longs. Donc, on peut compenser ça avec la rapidité des batteries. Donc, un partenariat comme Hydro-Québec, ce serait voilà, un rêve pour nous. Bon, je vois qu'on vous a pris plus que les 20 minutes. J'espère que votre café n'est pas froid. Et s'il n'y a plus de questions et de remarques, je vous propose de... Eh ben, nous, on a bientôt la fin de journée qui approche. Et vous, de l'autre côté, on vous souhaite une très belle journée. Et puis, merci encore de vous être joints à nous pour ce petit café et à tout bientôt.